La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mardi 21 octobre 2025, dont voici les titres. France Madiambal Diagne libre après son audition. Après avoir quitté le Sénégal malgré une interdiction de sortie du territoire, le patron du groupe Avenir Communication faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Auditionné par les autorités françaises, il a été relâché. L'enquête se poursuit tandis que plusieurs de ses proches restent poursuivis dans cette affaire. Plus de détails dans ce journal. À Pékin, Texaco, le déguerpissement brutal de dizaines de commerçants plonge la zone dans une profonde détresse. Femmes, jeunes et pères de famille dénoncent la perte de leurs sources de revenus et réclament un recasement digne. Reportage à suivre dans le développement. Prise en charge médicale, un nouveau drame relance le débat entre négligence, manque de moyens et absence de suivi. Les drames dans les structures de santé sénégalaises se multiplient. Le dernier en date à l'hôpital régional de Diourbel a coûté la vie à un nouveau-né, relançant ainsi le débat sur la qualité des soins et la responsabilité des acteurs sanitaires. Un reportage sera à suivre dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Plaisir de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de GTV, après avoir quitté le Sénégal malgré une interdiction de sortie du territoire. Le patron du groupe Avenir Communication faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Auditionné par les autorités françaises, il a été par la suite relâché, tandis que l'enquête se poursuit et que plusieurs de ses proches sont présentement poursuivis dans cette affaire. Le récit d'Abdoulaye Dieye pour plus de détails. Tout a commencé le jeudi 25 septembre lorsque Madiambal Diagne annonçait sur les réseaux sociaux X son arrivée à Paris alors qu'il était interdit de quitter le Sénégal par le ministère de l'Intérieur. Le lendemain, un mandat d'arrêt international a été lancé contre le patron d'Avenir Communication, éditeur du journal Le Quotidien, pour ne pas avoir répondu à une convocation de la division des investigations criminelles dans le cadre d'une enquête sur les transactions financières suspectes révélé par l'Arsène TIF. Cette affaire dépasse le journaliste. Plusieurs personnes sont poursuivies pour escroquerie, blanchissement de capitaux et complicité, tandis que l'épouse et les deux fils de Madiambal Diagne sont déjà incarcérés depuis l'affaire Ellipse Project Ltd datant de novembre 2020. Après la demande sénégalaise, Interpol a validé l'arrestation via son bureau central national, s'appuyant sur les conventions judiciaires franco-sénégalaises de 1974 et 2021. Malgré cela, Madiambal Diagne a posté sur X qu'il reviendrait dans quelques jours pour faire face à ses responsabilités. Suite à son arrestation en France ce matin, il a été relâché après audition alors que l'enquête se poursuit. Parallèlement, les chefs de la digue et du commissariat de la rue Blaise Diagne ont été relevés de leurs fonctions à titre conservatoire. Une arrestation que ses proches rejettent. C'est le cas de Bachir Fofana qui affirme ceci. Je cite, Madiambal Diagne n'a jamais été accueilli ni arrêté. Il n'a pas été interpellé par les éléments du commissariat des Yvelines. Et ce n'est pas une arrestation pour l'exécution du mandat d'arrêt international lancé contre lui. La vérité est que Madiambal Diagne a pris les devants et s'est rendu de lui-même accompagné de ses avocats à la police pour leur informer de sa présence sur le sol français. Il a été auditionné, puis il rentre chez lui. Fin de citation. Le Sénégal franchit une nouvelle étape dans sa transition énergétique. Ce mardi, le ministère de l'énergie, du pétrole et des mines, en partenariat avec l'Agence nationale des énergies renouvelables, ANER, a tenu un atelier de validation de l'enquête nationale sur les énergies renouvelables, réalisé avec l'appui du PNUD et de l'ANSD. Cette étude vise à mieux orienter les politiques du pays dans le domaine des énergies propres. Écoutons à ce propos Chernian, il est le secrétaire général du ministère de l'énergie, du pétrole et des mines. Ce rapport vient ainsi renforcer le système national d'information énergétique du Sénégal. La réalisation de cette enquête illustre la valeur d'un partenariat solide entre le ministère, l'ANSD
et le PNUD. Il devra être renforcé plus loin pour aller vers la conquête d'enquêtes périodiques visant l'intégration des dimensions économiques, sociales et environnementales dans le domaine de l'énergie. La validation de ce rapport n'est que le début d'un cercle vertueux. Produire la donnée, l'analyser, la partager, l'utiliser pour agir. Je vous invite donc à examiner avec rigueur ce rapport qui a déjà fait l'objet d'une validation technique et lui donner toute sa force stratégique. Si l'enquête sur les risques climatiques que nous avons partagée hier nous a renseigné sur les éléments de vulnérabilité de notre territoire, l'enquête que nous présentons aujourd'hui nous en révèle la résilience et le potentiel. En effet, l'une dresse le constat du défi, celle de ce jour offre une esquisse du champ des possibles. Nous nous rendons à présent dans la banlieue dakaroise, précisément à Pikine, Texaco, où le déguerpissement brutal de dizaines de commerçants a plongé la zone dans une profonde détresse. Femmes, jeunes et pères de famille expriment leur colère face à une décision qui leur prive, selon eux, de leur seule source de revenus. Entre incompréhension, frustration et déception, ils interpellent les nouvelles autorités et réclament un recasement digne, nous dit Abdoulaye Ndiaye. Le soleil tape fort, mais pas autant que la douleur dans leur regard. À Pikine, Texaco, ce ne sont plus les étals qu'on trouve, mais des silences lourds, des larmes étouffées et des voix tremblantes. Les commerçants déguerpis sans véritable préavis se tiennent là entre colère et résignation. Leur seul sort, vouloir nourrir leur famille. Nous sommes ici uniquement pour travailler et gagner notre vie. Je suis mère de famille, ma situation est si difficile que mon fils même a tenté de rejoindre l'Europe par les pirogues. Mais par la grâce de Dieu, il a survécu, même si j'ignore encore où il se trouve aujourd'hui. Quant à mes autres enfants, j'ai du mal à assurer leur fourniture scolaire. Ils nous ont jetés dehors comme si nous n'étions pas des êtres humains. Tous ces jeunes que vous voyez ici sont des pères de famille. Ils préfèrent travailler ici plutôt que de risquer leur vie. Au nom d'une quarantaine d'années, tentent de leur redonner voix. Ils confirment leur douleur, la partagent même. Ils parlent pour elles, mais aussi pour tout ce que la crise économique a déjà mis à genoux. Je confirme ce que disent ces femmes. Elles ont parfaitement raison. Ce sont des femmes courageuses. Ce qu'on leur fait vivre est vraiment honteux. Et puis, il y a cette désillusion. On a voté pour eux, souffle-t-il, Pastef, le parti au pouvoir. Un espoir né dans les urnes, aujourd'hui menacé dans la poussière des routes en travaux. Ils réclament un espace, rien de plus, juste le droit de continuer à vivre dignement de leur travail. Nous sommes presque tous ici des militants de Pastef. Nous avons activement participé à leur élection. Aujourd'hui, ils doivent nous soutenir. La plupart d'entre nous sommes des veuves. Nous vivons dans la précarité. Il est difficile de joindre les deux bouts. J'ai même honte d'expliquer ma situation à mes enfants. Je leur disais toujours de soutenir Sonko, en qui j'avais beaucoup d'espoir. Mais aujourd'hui, je suis profondément déçue. S'ils ne veulent pas qu'on travaille ici, qu'ils nous trouvent au moins un lieu de recasement. Ainsi, nous pourrons poursuivre nos activités légalement, payer des taxes à la mairie. Un jeune commerçant prend la parole, il ne cache plus sa colère, il regarde l'horizon, non plus vendre, mais pour fuir, si rien ne change. Avec cette situation, la seule option qui nous reste, c'est l'immigration. Un homme digne ne peut pas vivre dans de telles humiliations. C'est aussi un moyen d'éviter de tomber dans la délinquance ou le vol. Parlons à présent de prise en charge médicale. Entre négligence, manque de moyens et absence de suivi, les drames dans les structures de santé refont surface. Le dernier en date, survenu à l'hôpital régional de Diourbel, a coûté la vie à un nouveau-né, relançant ainsi le débat sur la qualité des soins et la responsabilité des acteurs sanitaires. Reportage Aïssa Touba.
Absence de social, négligence ou manque d'attention, quoi qu'il en soit, les incidents et drames dans les hôpitaux, centres de santé ou districts sanitaires ne connaissent pas de répit. Au Sénégal, chaque année, des cas sont signalés. Le plus récent s'est produit à l'hôpital régional de Diourbel. Un nouveau-né est décédé faute de couveuse et de prise en charge adéquate. Un drame qui ravive le débat sur la qualité des soins et fait enchaîner les réactions. Des fois, tu pars avec un malade fatigué, mais il t'oblige à faire la queue, bien que le malade est fatigué, alors qu'il devrait être transféré directement aux urgences. Même les femmes en état de grossesse ne devraient pas suivre la queue. Les blouses blanches formées pour assister et prendre en charge les malades doivent exercer leur métier avec plus de clémence et de compréhension, déplore ce jeune homme. Les agents de santé doivent assister et aider les malades parce que c'est pour cela qu'ils sont là, pour faciliter les choses aux patients. Ils ont été formés pour ça, donc qu'ils exercent leur métier. Dans les établissements sanitaires, les décès sont aussi parfois liés au manque de moyens pour les frais médicaux, d'où l'importance de renforcer le volet social. C'est ce que souligne la trentaine. Ils doivent prendre en charge les malades, les soigner d'abord avant de parler de frais médicaux. Si je prends mon cas, je suis villageois. Nous faisions de longs trajets dans les structures de santé et pourtant, à notre arrivée, pas d'assistance ni de prise en charge. Donc, il faut renforcer le social dans les hôpitaux. Depuis quelques années, les incidents liés aux erreurs médicales se multiplient au Sénégal. Pour y remédier, certains estiment qu'il faut revoir la manière d'octroyer les diplômes. Pourtant, ils sont diplômés. Ils ont promis et juré qu'ils vont assister les malades. Et tel n'est pas le cas. Donc le gouvernement doit carrément revoir les diplômes. Ça, c'est vraiment urgent et c'est essentiel. Entre erreurs médicales, oubli ou négligence, les drames dans les structures de santé se succèdent. Souvent, ce sont les femmes enceintes qui en payent le prix fort. Ce vendredi dernier, une femme a été contrainte d'accoucher devant les portes du centre hospitalier régional de Diourbel. Le nouveau-né qui devrait être placé sous couveuse est décédé. Un drame pousse les autorités à réagir. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. Face au manque d'enseignants dans les écoles, l'association des parents d'élèves se félicite de la décision du gouvernement de recruter 400 nouveaux diplômés de manière ponctuelle et immédiate dans la profession. Toutefois, ils estiment qu'il reste tout de même quelques défis dans l'éducation à relever dès l'Indien. Le système éducatif au Sénégal souffre d'un manque criard d'enseignants. Ce problème qui gangrène ce levier du développement commence à avoir un début de solution. Le gouvernement a officialisé le recrutement de 400 enseignants prêts à servir dans les écoles sénégalaises. Une mesure bien accueillie par Abdoulaye Fane, le président de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal. Tout ce qui a trait au recrutement d'enseignants, nous sommes véritablement partants, évidemment, dans la mesure où il y a un déficit énorme et quand 400 enseignants sont injectés dans le système éducatif, donc je crois que nous ne pouvons que saluer ça et encourager le gouvernement aussi à poursuivre dans le cadre de plan quinquennal le recrutement régulier, mais aussi en permettant au CRFPE de pouvoir former véritablement selon les standards qui sont véritablement requis afin que ces enseignants aient un profil qui répondent véritablement aux attentes des apprenants. Selon Baindaou, le nombre est insuffisant. L'État devait recruter encore plus pour pouvoir combler le gap. Oui, ce recrutement, c'est une chose qu'on magnifie, mais je pense que si vous voyez les causes pour lesquelles l'État ne recrute pas assez d'enseignants, puisque les enseignants demandent beaucoup d'indemnités et parfois ça pose beaucoup de problèmes au gouvernement. Donc, même s'il n'y a pas assez d'enseignants, l'État a peur parfois de recruter les enseignants puisqu'ils demandent beaucoup et ça pèse lourd pour le gouvernement. Par rapport au nombre d'élèves,
Malgré les avancées significatives, le système éducatif continue de faire face à des défis majeurs tels que le manque de salles de classe, d'abris provisoires dans les zones reculées, entre autres. Nous restons d'ailleurs dans ces écoles où chaque jour, dès que la cloche sonne pour la pause, une scène bien familière se répète dans la cour et aux alentours des écoles. Les élèves se ruent vers les vendeurs. Après cette étape plutôt, place au grignotage et au rafraîchissement proposés par les commerçants, jus locaux, chips, friandises ou fruits. Un petit commerce de proximité devenu presque indispensable dans la routine des élèves, un véritable business pour ceux qui le pratiquent. Reportage Amsatou Gano et Serignan. Jour à chaque pause des élèves, une autre activité est exercée devant les écoles. Table de fortune, de petit déjeuner, chips, fruits sauvages et bouteilles colorées de jus locaux. Ces scènes sont devenues familières. Ce sont les petits commerces de rue tenus par des vendeurs souvent discrets mais indispensables qui répondent à un vrai besoin, nourrir les enfants dès la pause. Oui, ici les enfants achètent à peu près à tous les produits que je vends devant à l'école. Je vends aussi des ritas parce qu'à la base, je les décortique d'abord et mettre un peu du sucre parce que les enfants adorent ça. Je vends aussi du mouraké, des chips et tout produit de grignotage. À côté des fruits sauvages, beignets et friandises que les élèves grignotent après le petit déjeuner, les glaces et jus locaux occupent une place de choix. Du jus de baobab au pain de singe en passant par le chocolat, ces boissons naturelles souvent faites maison ou vendues par de petits commerçants à proximité des écoles sont très prisés. Moi, je vends des jus naturels qui sont faits à la maison. Donc, quand on procède ainsi, on doit être propre, respecter toutes les normes d'hygiène pour que les enfants puissent en consommer sans risque. Le rythme des familles modernes entre trajets longs et manque de temps fait que beaucoup d'enfants arrivent à l'école sans avoir pris le petit déjeuner. Ainsi, la plupart d'entre eux prennent le petit déjeuner à l'école. Cette fille nous liste ce qu'elle mange dès la pause. On achète des petits déjeuners. On aime aussi acheter tout ce qui est à glace, des chips pour grignoter. Ces petits commerces installés dans les cours ou devant des écoles sont bien encadrés par les directeurs d'établissement qui veillent au respect des mesures d'hygiène. Mais pour dire vrai, le service d'hygiène, de même que le directeur de cette école, font tout leur possible pour veiller au respect des mesures d'hygiène. Ces vendeurs de rue, souvent ignorés mais essentiels, contribuent chaque jour à l'équilibre alimentaire des plus jeunes, un rôle de proximité qui mérite plus de reconnaissance et de soutien. À présent, la page internationale en bref. Au Cameroun, les Camerounais demeurent toujours dans l'attente des résultats officiels et définitifs de l'élection présidentielle du 12 octobre. Un délai durant lequel Issa Chiroma Bakari, un des candidats, a revendiqué la victoire. Dans la nuit du dimanche au lundi 20 octobre, il a publié en ligne des procès-verbaux issus de l'élection et qui, d'après lui, le donnent vainqueur. Des documents évidemment largement commentés et sujets à des controverses. Nous aurons plus d'informations dans les prochaines heures sur ces résultats. Nicolas Sarkozy incarcéré à la prison de la Santé. C'est la première fois dans l'histoire de la 5e République qu'un président va dormir en prison, qu'un ancien président plutôt. Nicolas Sarkozy a été donc incarcéré, comme je vous le disais, ce mardi 21 octobre à la prison de la Santé à Paris. Ses soutiens s'étaient retrouvés tôt ce matin devant son domicile parisien. Sur ses réseaux sociaux, il promet à ses supporters que la vérité triomphera. Une demande de mise en liberté a été immédiatement déposée. C'est ce qui met un terme à cette édition du mardi. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir.